peux voir mon écran? Oui. Donc oui, aujourd'hui, je vais discuter un peu plus sur mon sujet de recherche sur la modélisation physique des marais de la langue canadienne. Donc, c'est un projet fait en collaboration avec le CNRC et l'Université de l'Ottawa. Juste un peu plus sur moi, je suis un professeur adjoint en hydrodynamique côté fluviale depuis 2020 à INRS, au environnement, et je suis aussi co-directeur du laboratoire hydraulique environnementale. Donc, c'est le plus grand canal à vagues en Amérique du Nord. Donc, j'ai fait mon formation en génie civil en co-tutelle avec l'Université d'Ottawa et puis vraiment très spécialisé dans le domaine du génie côtier. Et mon principal domaine de recherche, évidemment, avec cette présentation, on a des rivages vivants dans des régions froides. Donc, avec cette lien de recherche, on essaie de mieux comprendre les conditions de conception uniques au Québec, comment on peut mettre en œuvre une solution basée sur la nature au Québec. Et aussi, parler de ça, de mieux comprendre la relation entre les aspects mécaniques, biologiques et thermiques dans les côtes de perdre les sols. Un peu différent, mais dans le même lien, j'ai travaillé aussi sur la restauration dans le contexte du changement climatique et particulièrement pour cette présentation, c'est pour concevoir les infrastructures pour un avenir certain, d'essayer de minimiser l'incertitude des conceptions qu'on veut mettre en route. Donc, évidemment, ce n'est pas possible de juste faire ça moi-même. Il y a eu beaucoup de collaboratifs et collaborateurs. Donc, comme je dit, c'est un projet financé par le CNRC. Donc, j'ai travaillé avec 3 chercheurs principaux là-bas, avec Enda Murphy, Andrew Cornett et Paul Knox. Ici à INRS, on a un doctorat sur le projet, Genga Calder et mon collègue Damien Van Van Beek. Et en collaboration avec l'Université d'Ottawa, on a 2 étudiants ici, Katia Makar et Ross Saint-Alès, et Yuan Nixter, une professeure à l'Université d'Ottawa. Donc, j'imagine tout le monde dans cette webinaire mieux comprendre la situation pour pouvoir utiliser la végétation pour la protection des berges, mais juste pour avoir un peu de background plus sur le côté du génie côtier. On a plus en plus réalisé qu'on a un intérêt de solution basée sur nature parce qu'on a une meilleure compréhension des services écosystémiques importants et fournis par les écosystèmes côtiers. Donc, on comprend dans un système côtier, c'est très complexe. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et si on met une structure, ça va avoir un impact dans tout le système. Donc, on doit travailler avec les écosystèmes côtiers pour mieux protéger les côtes. Dans le cas spécifiquement de végétation, évidemment, il y a des autres types d'écosystèmes, mais dans le cas de végétation, les services écosystémiques spécifiquement, on est intéressé. Dans ce sujet de recherche, c'est particulièrement l'atténuation des vagues, la stabilisation de littoral. Mais évidemment, il y a aussi des aspects de stockage de carbone, le maintien de paysages qui vont avoir un impact. Ce n'est pas nouveau dans le milieu marin au Québec. C'est un exemple que j'ai pris une photo. C'est une collaboration entre le Comité ZIP et CEPAC sur la restauration du littoral à le Parc national de Bec. Donc, quand on parle des solutions basées sur nature, on parle de cette spectre entre les solutions douces et les solutions dures vers gris, et c'est vraiment une spectre. La raison on essaie plus en plus en génie côtier de limiter les structures dures si possible, et c'est une tendance d'abstraire les voies naturelles de transport des éléments. Donc, ça va, comme j'ai dit, si on met un mur dans quelques places, on peut limiter le transport naturel, on peut limiter une source de sédiments et on peut avoir l'érosion sur une partie de la côte. Et que aussi, c'est limité des écosystèmes naturels, particulièrement dans le contexte du changement climatique. Donc, avec ça, c'est le processus de coastal squeeze. Si on met un mur derrière une marée salante, ça limite l'évolution naturelle avec le changement de niveau moyen de mer et ça peut commencer de détruire l'environnement, une perte de biodiversité. Et quand on parle de comme je dis, c'est une spectre, donc
dans ce projet, on ne parle plus de végétation uniquement, mais il y a plusieurs différentes structures hybrides avec l'application des brise-lames, des bordures, jusqu'à le mur qui est vraiment comme une structure complètement grise. Mais au Québec, particulièrement dans l'environnement marin, on a une tendance d'être sur le côté gris. Je pense que c'est presque 97% de notre structure, c'est des structures grises. Et la raison pour ça est il existe peu de normes concernant la solution basée sur nature en général. Dans la présentation, tu peux voir trois exemples des normes, des standards pour la solution basée sur nature par le US Army Corps of Engineers, le WWF, le IUCN. Mais c'est une tendance de très haut niveau. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'informations techniques dans le document, franchement, pour faire la conception. Et avec ça, avec cette directive insuffisante, ça limite l'application parce qu'on a beaucoup d'incertitudes de l'application de ce type d'infrastructure dans un milieu côtier. Donc, il y a un besoin évident pour avoir ce type d'informations. C'est un résultat d'une enquête faite par un étudiant à UQAM. Particulièrement dans le cas du climat canadien et québécois, on a un climat assez unique avec les glaces, avec les aspects thermiques biologiques, et il y a peu d'études sur l'application de ce type d'infrastructure dans le climat canadien. Donc, quand j'ai parlé d'applications de végétation pour la protection des côtes, il peut y avoir plusieurs impacts sur plusieurs différents paramètres dans la conception côtière, dépendant de le processus. Donc, tu peux avoir un exemple ici de différents aspects d'un niveau de l'eau pendant un événement extrême. Donc, on a le niveau moyen de mer. Évidemment, ça va changer avec le changement climatique. Le réserve de crues. Donc, dans le cas de végétation, parce qu'en général, avec une marée naturelle, c'est une région assez plate. Avec la végétation, ça réduit le courant. Donc, on peut avoir, ça peut créer une réserve de crues, une place pour le stockage d'eau supplémentaire pour protéger les infrastructures contre les inondations. On a aussi le surcote. Donc, le surcote, c'est un processus créé par l'interaction entre le mer et le vent, les vagues et aussi la pression atmosphérique. Ça, c'est essentiellement une longue vague. Donc, la présence de végétation peut diminuer l'énergie d'une surcote et réduire le surcote total. Et sur une plus petite échelle, on a aussi le jet de rive créé par les plus petites vagues, les plus courtes vagues, les vagues de vent, qui peuvent causer les débordements, des choses comme ça. Et avec la dissipation d'énergie dans la végétation, on peut limiter cette valeur, cette magnitude des débordements. Mais l'importance des marais salés pour la résilience côtière, c'est vraiment dépendant de l'échelle de la marée. Donc, quand on parle de réserve de flux de surcote, tu as besoin, parce que c'est une plus longue vague, tu as besoin d'une plus grande région, c'est vraiment besoin des marais. On est sur l'échelle de kilomètres à plusieurs kilomètres pour vraiment atténuer l'énergie. Mais quand on parle des jets de rive, c'est des plus courtes vagues, on peut avoir plus de dissipation d'énergie. Donc, avec ça, c'est un plus des marais sur l'échelle de 10 à 20 mètres, quelque chose comme ça, à une centaine de mètres. Donc, il y a comme une grande échelle de comment on peut utiliser la végétation et exactement quels paramètres on veut être. Donc, ça, c'est un peu comme l'idée, mais comment on peut actuellement calculer cette dissipation d'énergie. Et on utilise un peu le même concept indépendant de type de végétation. Si c'est un mangrove, plus dans le sol, les herbes de mer, les marais salants, le principe de base pour l'atténuation d'énergie, c'est assez similaire entre les différentes espèces. Et l'idée est que le vague perd l'énergie en faisant travail sur la végétation. Donc, essentiellement, c'est une intégration de la force par le vague sur la végétation pour calculer la dissipation d'énergie. Et cette force, c'est la force de résistance.
C'est une formule assez utilisée dans tous les domaines d'ingénierie, mais essentiellement, c'est une fonction de notre vitesse de courant et d'écoulement. Mais sur les paramètres des plantes, c'est plutôt la densité des plantes, le valeur N. Le BV, c'est la région projetée par le plante dans la cross-section de mer. Et le CD, c'est le coefficient de résistance. Et ça, c'est un paramètre qui est un peu difficile d'établir. Et dans la prochaine diapo, je vais discuter exactement pourquoi c'est assez difficile. Et quand on parle comment on peut actuellement faire le calcul de l'énergie, c'est une fonction de cette équation ici. Et ça, c'est l'appropriation d'énergie des vagues indépendant du milieu, mais maintenant pas d'une marée. Donc, on a notre énergie des vagues, c'est le valeur E, et tu peux voir l'expression ici. L'énergie des vagues, c'est seulement dépendant de l'auteur des vagues. Donc, souvent, quand tu vois dans la littérature l'impact des végétations sur des vagues, c'est décrit par une relation entre le hauteur de vague offshore, comme H0, et de H local. Et donc, dans une marée, on a deux processus différents. On a la dissipation d'énergie par la végétation, mais aussi la dissipation d'énergie par le déferlement. Évidemment, parce qu'on a une pente, on a les transformations des vagues. Donc, tu peux voir un exemple conceptuel ici, essentiellement où on a le processus de shoaling avec le pente et éventuellement, on commence à voir le déferlement, la dissipation d'énergie par le brise des vagues et savoir une dissipation d'énergie totale dans le système. Mais qu'est-ce qu'on veut calculer avec ce processus et de voir qu'est-ce que c'est l'impact de la végétation dans ce type de système. Qu'est-ce que c'est la contribution de végétation à la dissipation d'énergie. Donc, on a essayé de calculer cette différence entre les hauteurs de vagues sans végétation et avec végétation. L'utilisation de cette équation parce que cette équation de coefficient de force de résistance, c'est une fonction de beaucoup de différents paramètres. Donc, ça, c'est une analyse dimensionnelle faite par un chercheur d'Hong Kong qui a déterminé pour une plante individuelle, il y a beaucoup de différentes conditions environnementales qui va avoir un impact. Donc, grand H, c'est l'auteur de vague. Petit h, c'est la profondeur de l'eau. T, c'est la période des diamètres. S, l'espace entre les tiges. HV, c'est l'auteur de végétation et N, c'est notre densité. Mais ça, c'est juste considérant comme une plante assez rigide. Mais évidemment, on a aussi c'est rare qu'on a une plante, on peut considérer complètement rigide. Donc, on doit aussi considérer les propriétés biomécaniques. Donc, ça, c'est deux études qu'on a fait dans notre Grand Canal. Sur la gauche, c'est l'étude qu'on fait sur l'érosion des dunes et ça, c'est les lignes de sable. Donc, tu peux voir tous les tiges observés parce qu'on a fait une grande tempête. Mais ça, c'est l'espace inaltérable où on a essayé de capturer l'émotion de la plante pour voir que c'est cet impact sur l'atténuation totale des plantes. Aussi, ça c'est plus sur le côté fluide mécanique, mais quand on considère juste une tige individuelle d'une plante, c'est une fonction entre notre coefficient de résistance, c'est une fonction entre les forces inertielles et visqueuses. Donc, c'est dépendant de notre nombre de Reynolds, nombre de Coulomb-Carpenter. Donc, dépendant de notre hauteur de vague qui gère notre période qui gère notre vélocité, ça va avoir un impact sur notre valeur de CD. Donc, comment on peut intégrer dans notre analyse, on essaie d'estimer les dissipation par un marée savant. Et on a aussi les relations entre les propriétés d'une marée et par rapport à une tige individuelle. On fait beaucoup de recherches sur les tiges individuelles, mais parce qu'on a des battillages créés par l'interaction entre les vagues et les plantes, ça va avoir un impact sur l'atténuation totale parce que le battillage fait par une plante avoir un impact sur les autres plantes dans le marais. Donc, on doit considérer ça quand on fait notre estimation d'atténuation d'énergie.
Donc, ça, c'est plus sur le côté mécanique et fluide, mais aussi on a l'aspect de stabilisation des berges. Et en général, on a vu dans plusieurs études que ça va avoir un impact sur le taux d'érosion, mais c'est dépendant encore sur plusieurs facteurs. Ce qui est plus important, c'est la structure des racines. Donc, tu peux voir que c'est une photo de pas très loin de la première photo de Parc national de Bec. Mais tu peux voir le système de racines très stabilisé, une partie de l'auberge. Donc, évidemment, ce n'est pas très profond, donc on peut voir l'érosion causée par le surface probablement. Donc, ça, c'est une étude faite par un chercheur en Pays-Bas où essentiellement, il fait une estimation de l'impact des densités des racines versus le perte de sol, et essentiellement avec des espèces avec des densités de racines plus haut, on voit moins d'érosion. C'est distance. Alors, aussi, il y a une relation, donc ça, c'est plus de parler de la biomasse enterrée, mais si on parle de biomasse aérienne, donc la biomasse dans l'air, ça va avoir un impact aussi. Donc, ça, c'est une étude faite par un chercheur en NO. Sur le partie verte, c'est où on a un arrêt. Et le profil en noir, c'est sans végétation, et en bleu, c'est avec végétation. Et tu peux voir le changement dans le profil de vélocité. Donc, ça va avoir, parce qu'on a maintenant un plus petit gradient entre le fond et la vélocité presque le fond, donc on a moins d'érosion causée par ça. Donc, le marais peut protéger d'augmenter aussi la sédimentation dans le marais. Donc, il peut protéger contre l'érosion et peut-être aussi avoir un peu d'augmentation de le fond. Aussi, cette interaction hydrodynamique, on a des pertes turbulences liées à cette processus. Excuse-moi, Jacob, quand tu parles moins fort, ton micro a de la misère à bien saisir que tu parles. Si possible, de juste parler un peu plus fort, ce serait plus facile pour les gens de comprendre. OK. Plus fort? Merci. Oui. Okay. Donc, en termes de besoins de recherche, on a réalisé que avec toutes les études, on manque actuellement des connaissances de données sur l'environnement marin pour mettre en œuvre des rivages vivants. C'est parce qu'on manque des conseils techniques, des normes pour limiter pour la conception des rivages vivants. Aussi, on n'a pas beaucoup d'informations liées à des espèces spécifiques canadiennes spécifiques et au stress spécifique pour le climat. Et ce n'est pas quelque chose que j'allais en très détail, mais on manque un peu l'efficacité de la modélisation. Ce n'est pas clair l'efficacité de l'outil qu'on utilise pour les autres types de systèmes comme des plages. Est-ce que ça fonctionne avec la même efficacité dans un milieu avec des marais salants? Donc, avec ça, c'est le CNRC qui a développé une manière de soutenir plusieurs projets de rivage vivant en tout le Canada avec l'idée de suivre le processus de conception pour aider sur le développement des outils et mieux voir où on a les manques en termes des processus, en termes des outils qu'on peut utiliser et diminuer ou possible les incertitudes. Donc, pour ce projet spécifiquement qu'on parle aujourd'hui, l'objectif global, c'est de saisir la performance des jeunes digues vivantes dans la concession en tempête. Donc, ça, c'est un projet fait en collaboration avec le ville de Surrey sur une digue vivante. Et l'idée d'examiner la capacité d'atténuation des différentes digues végétalisées, évaluer l'influence de la végétation sur l'érosion globale et les caractéristiques d'érosion générale et étudier l'influence comportementale des dynamiques des plantes individuelles et comment ça contribue à la performance de la digue végétalisée dans son ensemble. Et on a 4 objectifs liés à ce projet sur la saisonnalité, mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochaines années. Donc, juste pour avoir une idée de pourquoi on fait ce type d'étude avec la modélisation physique, parce que c'est un outil qu'on utilise moins
c'est moins souvent utilisé dans les autres domaines, mais dans le génie côté, on utilise la modélisation physique beaucoup parce que c'est vraiment un problème d'échelle. Quand on parle des conditions de conception dans l'environnement maritime, on parle des plusieurs échelles spatiales et temporelles parce que les choses avec une très petite échelle temporelle spatiale, ça va avoir un impact comme le jet de livre, le flux poreux, ça va avoir un impact sur la conception totale, mais aussi les processus à plus grande échelle comme les géologiques avec les plaques tectoniques, les formations des deltas. Donc, on devrait utiliser tous les outils qu'on a disponibles, comme les investigations sur le terrain, la modélisation numérique, la modélisation physique, tout ensemble pour réduire notre incertitude. Et le force de la modélisation physique en particulier, c'est de reproduire les environnements dans un contexte idéalisé. Dans un cas comme ça, on peut directement reproduire le plus proche possible une marée salante dans une manière où on peut faire des tests avec les tempêtes idéalisées, des conditions de vagues idéalisées pour regarder les processus à très haut niveau et avec ça, calibrer notre modèle pour aller un peu plus loin pour extrapoler un peu notre résultat physique. Donc, le protocole pour cette expérience, parce qu'avec cette expérience, on veut comprendre la différence entre l'effet des végétations et l'effet naturel de déferlement des vagues. Donc, on devrait faire des tests sans végétation et avec végétation. Donc, pour commencer, on a fait une configuration initiale. Tu peux voir le canal ici avec notre base 4. On construit une pente avec une par 20. On construit une pente et on fait des tests d'équilibre. L'idée avec ça, parce que chaque fois qu'on construit la pente, on va avoir un impact. C'est difficile à cette échelle. C'est un canal de 120 mètres par 5 mètres par 5 mètres. C'est difficile d'exactement reproduire notre pente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test de 16 heures avec les mêmes conditions de vague pour avoir une évolution naturelle de le profil et pour mieux comprendre pour assurer c'est presque le même profil chaque fois. On a aussi, après ça, on a fait les expériences sans végétation. Donc, avec ça, on a fait dans le même ordre pour le cas avec végétation et sans végétation, on variait les profondeurs de l'eau, les hauteurs de vagues et les périodes. Donc, dans notre grand canal, on a fait des tests avec les vagues irrégulières. Donc, c'est des vagues aléatoires. Donc, ce n'est pas juste des vagues monotoniques avec une hauteur de vague et une période. Donc, pour ça, quand j'ai dit l'hauteur de vague et le pic période, c'est lié à le spectre des vagues. Donc, l'hauteur de vague significative, c'est notre vague caractéristique pour notre condition. La définition de ça, c'est le moyenne de un plus grand un tiers des vagues. Et le pic période, c'est les périodes associées avec cette plus haute moyenne de plus haute un tiers des vagues. Donc, essentiellement, c'est une manière de décrire notre spectre des vagues. Donc, après, on fait les tests d'expérience sans végétation. On a réinitialisé le pont avec le même pont par 20 approximatifs. Après ça, on fait les tests de l'équilibre encore. On fait un deuxième test avec l'exact même condition de vague. Et après ça, on plante notre marée salante. Donc, avec ça prend 7000 plantes. Donc, on a beaucoup de bénévoles pour cette semaine pour planter 7000 plantes dans notre grand canal. Et après ça, on fait des expériences dans l'exact même ordre, on a fait sans végétation pour voir qu'est-ce que c'est la différence entre l'érosion et aussi l'atténuation d'énergie. Donc, ça, c'est un sketch conceptuel de notre grand canal. Donc, encore, c'est 120 mètres par 5 mètres par 5 mètres. On a mis plusieurs capteurs acoustiques pour mesurer l'hauteur de vague, plusieurs ADV, l'Acoustic Observatometer, pour mesurer la vitesse d'écoulement. Et tu peux voir notre marée salante sur le doigt. Sans vague et avec vague. Et on utilise 3 différentes espèces de plantes
pour modéliser une marée assez réelle. Le plus proche de réel on peut faire dans notre canal. Donc, pour le marais salant, comme j'ai dit, on utilise 3 espèces. Pour ça, on travaille avec le projet littoral. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est on récolte les sémences à 3 pouces de sol, on met ça dans le terre pendant l'hiver, on pousse des plantes juste avant, vers février, on plante les fins en juin, on attend pour un mois pour laisser les plantes établir un peu, parce que comme j'ai dit dans l'objectif, on peut reproduire une jeune marche si c'est juste planté, parce qu'on veut voir l'impact des tempêtes quand ça arrive. Et notre 3 espèces on essaie d'utiliser des espèces indigènes au Québec, juste parce que c'est un peu plus facile et on peut extrapoler particulièrement sur le côté est où on a des espèces similaires. Donc, dans le bas marais, on a utilisé les spatines en semi-flore. Dans le marais intermédiaire, on utilise les spatines étalées et dans le haut marais, on utilise les spatines pectinées. Donc, comme j'ai dit, il y a l'influence des biomécaniques des plantes sur l'atténuation d'énergie. Donc, on essaie de caractériser le moyen de notre marée pour chaque espèce. Donc, pour faire ça, on a fait une analyse de la région projetée. Donc, tu peux voir ici, on simplement prendre une photo, faire une analyse des images pour calculer les biomasses et les régions projetées des plantes et l'obstruction latérale des plantes pour chaque différente espèce. On a aussi une machine universelle pour tester le module de Young, la rigidité des plantes pour calculer ça aussi. Et on a fait ça pour les 3 plantes. Une autre chose on a fait dernière minute, mais aussi on a colocateur avec un laboratoire CT scan et un micro-CT. Donc, tu peux voir ici des scans prendre par le micro-CT de la structure interne des tiges des végétations. Et on a fait ça pour mieux calculer notre cross-section pour notre calcul du module de Young. Donc, tu peux voir dans les différents paramètres pour chaque espèce. Les choses qui sont plus importantes pour cette présentation en particulier, c'est la relation entre les biomasses végétales. Le premier nombre est aérien, donc en dessus du sol, et enterré au-dessus du sol. Donc, tu peux voir pour le spatine pectiné, c'est une plus haute biomasse pour chaque plante si on compare à le spatine alterné ou le spatine alterné. Donc, pour faire le test, comme j'ai dit, c'est un spectre de vagues on a fait. Donc, ici, tu peux voir un exemple d'une vague qui diffère. Ça, c'est le test fait pendant la végétation. Et on fait des spectres à 3 différentes profondeurs et 2 différentes périodes Ici, il y a 5 différentes hauteurs de vagues, mais on a réalisé rapidement que l'hauteur avec 60 cm et de 75 15 cm, c'est un peu plus haut, c'est trop dommageant pour les marais. Donc, on a décidé de couper ça pour le test de végétation. Mais en général, tu peux voir le spectre, on a des vagues qui est un peu, c'est des vagues aléatoires irrégulières, ce n'est pas des vagues monotones. Donc, pour l'érosion, au premier, la raison, on n'a pas utilisé les vagues de 60 cm et parce qu'on a vu beaucoup d'érosion, parce qu'encore, c'est un assez jeune marée. Mais le pattern d'érosion, c'est assez intéressant. Donc, pour juste avoir une idée de cette figure, chaque ligne, c'est un test. Et sur chaque colonne, c'est une position locale. Donc, les différentes couleurs de vert, c'est les différentes espèces. Donc, SA, c'est le spatine actiniflore. SPA, c'est le spatine étalé. SPE, c'est le spatine pectiné.
Et quand tu vois la région orange, ça c'est un test où on a perdu les plantes dans cette région. On a considéré comme une région perdue quand la majorité des plantes dans une ligne est détruite. Et en gris, c'est des tests où les plantes étaient déjà détruites. Et les choses un peu intéressantes pour ça, c'est vraiment c'est des choses qu'on a pensé, mais c'est des régions avec des énergies très hautes, des régions avec très haute énergie. Dans cette région, dans le spotting anthonique-là, c'est particulièrement quand on a le moins profond de l'eau, le niveau de l'eau de moins profond, ça c'est la zone de déferlement de vagues, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de turbulence, beaucoup d'érosion, donc on a beaucoup d'érosion des plantes. On a aussi dans la zone de jetterie pour le spotting pattern et on a réalisé ça parce que le pattern a une tendance à avoir un système de raffinage assez flat. Avec le spotting anthonique plat et le spotting pectiné, c'est une tendance à un système de raffinage plus profond. Donc, c'est moins de chances d'érosion parce que c'est protégé dans ce regard. Donc, dans la zone de jetterie où on a encore beaucoup d'énergie, beaucoup de turbulence, on a tendance de perdre des plantes dans cette région. Et ça arrive assez rapidement. Et dans le cas de l'effectiné, parce que encore c'est un grand système de raffinage, beaucoup de biomasse aussi aérienne, c'est plus le rupture de tige qui est le problème. Et ça arrive avec le plus profond de l'eau et les plus hautes vagues où on voit les ruptures de tige. Donc, ça c'est un peu sur l'érosion. Sur le côté évolution naturelle de l'évolution des hauteurs des vagues, comme j'ai dit, on doit considérer les différents processus, les transformations naturelles causées par le profil et l'évolution par l'interaction avec la végétation. Donc, juste pour avoir une idée de comment on peut lire ce type de figure, sur le bas, c'est le profil pendant le test, le profil moyen pendant le test. En haut, c'est l'évolution des vagues. Donc, comme tu vois, ça c'est en rouge, c'est sans végétation. Donc, on voit le shoaling des vagues et éventuellement le déferlement et la dissipation d'énergie par le déferlement. Si on compare ça avec la végétation, donc encore, c'est pas les mêmes conditions hydrodynamiques, mais tu peux voir, en général, on voit une petite différence entre les profils. C'est un peu parce que la présence de la végétation, mais aussi parce que juste l'aspect aléatoire entre les différents tests. Et on peut voir il y a une différence entre les évolutions des hauteurs de vagues. Mais il faut comprendre, ce n'est pas nécessairement qu'on peut dire que c'est directement de végétation parce qu'on a cette différence dans notre profil. Donc, on doit considérer tous les différents facteurs pour évaluer s'il y a actuellement une influence de la végétation. Donc, pour faire ça, on utilise cette équation que j'ai introduite au commencement de propagation des énergies des vagues, dépendant de notre dissipation des énergies des végétations. Et avec ça, et la dissipation d'énergie par le déferlement. Donc, avec ça, on utilise des équations de standard de l'évolution pour la dissipation d'énergie. Et on considère les vagues assez linéaires. Donc, encore, c'est un peu le même figure. Mais maintenant, on ajoute un modèle calibré à notre condition pour le modèle de déferlement. Donc, on peut voir avec cette équation, on peut représenter les cas en végétation. Si on fait la même chose pour le cas avec végétation, encore, on essaie de suivre le modèle, on calibre avec notre expérience, données de l'expérience. Et on peut commencer à voir les différences entre la végétation et l'énergie. Mais avec ça, maintenant, on a introduit la dissipation de végétation dans ce modèle. Donc, on a mis cette différence. La différence entre les deux modèles, c'est essentiellement juste le terme epsilon d. Mais comme j'ai dit, c'est nécessaire de calibrer les paramètres en fonction de notre donnée expérimentale.
Donc, pour aller un peu plus de détails dans comment ça gère, ça c'est un autre exemple. C'est exactement la même figure. On essaie de calibrer notre modèle avec les résultats de données, mais maintenant, on peut voir les différences entre le terme dissipation d'énergie des végétations et dissipation d'énergie par le déferlement. Donc, en rouge, sans dash, c'est le cas sans végétation. Avec les dashes, c'est avec végétation pour juste le parti déferlement et en vert, c'est la dissipation d'énergie par la végétation. Donc, en ce cas, dans cette expérience, ça c'est avec une hauteur assez moins profonde. Donc, c'est seulement considéré le parti de marée avec le spotting en caniflore. Et si on voit une photo de le spotting en caniflore, il n'est pas une très haute densité. Et dans notre cas, on a fait une densité pour toutes nos plantes de 50 plantes par mètre carré. Mais pour le spotting en caniflore, parce qu'il y a moins de tiges par plante, cette densité est moins que le spotting installé et le spotting pétiné. Et ce n'est pas exactement la densité d'une marée naturelle, parce qu'on a les difficultés de planter les plantes à cette densité besoin pour une marée naturelle. Donc, tu peux voir, dans ce cas, il n'y a pas un grand impact. Indépendant de le fait, dans cette figure, on voit une différence entre les cas avec végétation et sans végétation. Ce n'est pas très grand dans le cas seulement avec l'espace financier. Mais si on voit un cas plus avec le plus haute profondeur de l'eau, avec tous les différentes espèces, avec des espèces avec plus haute biomasse, plus haute région projetée, on peut vraiment voir la différence maintenant. Mais encore, c'est le même figure. En général, on ne peut pas voir une grande différence nécessairement dans le résultat. Mais si on allait en plus détail sur les contributions de végétation et des déferlements de vagues, tu peux voir ici, particulièrement dans le spotting pétiné, on voit une grande influence de la végétation. Donc, c'est de dire, parce qu'on a besoin pour avoir le même atténuation d'énergie, on a besoin de cette haute biomasse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans plusieurs autres études. Mais maintenant, avec le déferlement de vagues, on connaît exactement, avec les transformations de vagues, on peut connaître exactement la contribution directe de la végétation. Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On a fait ces expériences cet été, donc on a toujours en train d'améliorer notre processus d'analyse. Donc, pour le moment, on utilise un modèle de propagation assez spécifique. Et on considère seulement les conditions caractéristiques des vagues, donc l'auteur significative et le pic période. Donc, ça, c'est sur la figure, tu peux voir, ça, c'est l'évolution de l'espèce de les vagues. Et il y a une expectation, c'est toujours un peu une discussion, et il y a dépendant du type de fréquence des vagues, est-ce qu'il y a une atténuation différente. Donc, on veut essayer de voir ça parce qu'on a les mesures de spectre de vagues à chaque point. On apprend des mesures. Donc, on va faire la même analyse, mais en discrétité de notre spectre. Et pour le moment, on n'a pas considéré le circle généré par les vagues parce qu'il y a un circle généré par les vagues, donc on change le niveau moyen de l'eau. Donc, on doit ajouter ça pour mieux comprendre exactement la relation entre la végétation et le déferlement des vagues. Et nous aimons aussi quantifier la contribution de chaque espèce. C'est un de nos objectifs. Maintenant, on a considéré plus le marée global. Mais, c'est-à-dire, oui, ça c'est l'analyse sur les données qu'on a maintenant, mais l'idée avec cette analyse, c'est de calibrer notre outil. On utilise souvent dans le côté le CFD, les modèles de verdure complexité pour extrapoler de notre cas spécifique. Donc, ça c'est une étude faite par un de notre étudiant qui va travailler sur la calibration des modèles pour permettre d'évaluer la valeur de mer dans une plus grande région. Donc, ça, c'est pour les choses qu'on a fait cet été. Pour l'année prochaine, comme j'ai dit avant, on va examiner l'influence de la saisonnalité
et les capacités d'atténuation et commence à avoir un impact sur l'atténuation des vagues et les protections contre l'érosion. Donc, comme on voit dans cette étude, l'effet de biomasse est assez important. Donc, de saisonnalité, il y a une expectation que ça va avoir un impact aussi, mais le système de racinage aussi va avoir un impact particulièrement sur le côté de l'érosion. Et en cette étude, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un accent sur l'environnement de marais idéalisé. Donc, on va avoir une pente un peu moins abrupte pour assurer on va aussi avoir des plantes qui vont survivre tout l'été pour l'année prochaine. Donc, ça c'est un peu loin de ce que j'ai parlé aujourd'hui, mais c'était une invitation à les personnes ici parce que, oui, on fait des études, des grandes études sur le marais salants. C'est assez difficile. C'est toujours un peu difficile d'avoir un projet de mobiliser le canal parce que ça prend du financement. Mais l'été prochain, on a le financement pour mobiliser le canal et on veut ouvrir le plus possible le canal à des autres chercheurs pour utiliser ce temps dans le canal dans la manière plus efficace possible. Donc, on a fait ça un peu cet été sur notre projet. Mais essentiellement, si vous avez des mesures, des idées que vous souhaitez tester dans une manière contrôlée, l'idée, on a le financement de base pour faire des objectifs. Si ce n'est une idée qui n'a aucun impact sur notre objectif, on peut mettre des choses dans le canal pour un prix beaucoup plus bas et utilise le canal le plus efficace possible. Donc, si tu as des choses que tu veux lancer dedans, j'ai invité à nous contacter et on peut commencer à organiser ça. Donc, en conclusion, la modélisation physique peut-être on voit que c'est un outil assez puissant pour évaluer les performances des marais salants côtières. Évidemment, on devrait aller en plus détail comment on peut utiliser une installation comme ça pour faire l'analyse. Et on voit avec les résultats de cet été qu'il y a il donne un peu de protection contre les vagues et ça modifie. On n'a pas parlé beaucoup de ça, mais une modification des tendances de l'érosion aussi. Mais ça nécessite une protection dans les zones de haute énergie, particulièrement pour une jeune marée, pour éviter les ruptures de tiges et l'érosion. Et comme on a vu dans l'atténuation d'énergie, le biomasse élevé, c'est assez important pour atténuer l'énergie des vagues. Donc, ça, c'est un peu le résultat de cet été. Et dans le plus long terme, qu'est-ce qu'on veut est le développement de meilleures compréhensions de façon dans la végétation peut-être incorporée dans les systèmes de protection côtière. Donc, évidemment, ce n'est pas possible de toujours restaurer une marée complètement. Il y a des choses comme le fiche technique de l'SQP sur la stabilisation des pentes qu'on peut utiliser dans un milieu côtier. Et je pense, moi, personnellement, j'ai pensé qu'un système comme le LHE, le Grand Canal, est une bonne opportunité de valoriser cette système de protection et de mettre ça en place dans plus de zones marines. Donc, merci pour votre attention. C'est très efficace et j'espère dans le reste de la présentation, ça passe un peu mieux avec le son. Parfait, donc on va passer à la période de questions. Merci beaucoup, Jacob. C'est super intéressant comme sujet. On a déjà une question de Francis Lagacé qui se demande s'il y a une différence entre l'eau salée et l'eau douce sur l'érosion côtière, mis à part le type de végétation qui peut s'implanter et agir comme barrière. Oui, évidemment, il y a une différence entre les types d'espèces qu'on peut utiliser. Heureusement, dans le cas comme les espèces plus utilisées dans la protection des côtes, comme l'espace Saint-Nicolas, les espèces qu'on utilise, c'est des plantes qui peuvent survivre dans l'eau douce et l'eau salée. Donc, on peut tester l'espace dans notre Grand Canal, indépendant de l'eau que c'est l'eau douce. Donc, mais oui, il y a une différence entre les types de plantes qu'on peut utiliser. Il y a d'autres personnes qui auraient des questions pour le conférencier.
Il y a Chloé Fredette qui vous remercie pour la présentation, puis qui demande si vous pourriez revenir sur vos résultats concernant l'influence de la végétation sur l'érosion pour qu'on comprenne mieux le graphique. Dans quel cas? Et- Bon, mais pour ça, c'est plus que l'endommagement des plantes, ce n'est pas nécessairement l'érosion de le profil en général. C'est juste que comme le pâté orange, c'est qu'on a des plantes qui est détruite. Et le pâté gris, c'est le cas où on a déjà perdu les plantes. Donc, parce que chaque ligne, c'est un test. Donc, tu peux voir assez rapidement dans le test avec la période de 8 secondes hauteur de vague de 0 de 15 cm. On a commencé de perdre notre patine étalée. Et dans le donc, et parce qu'on augmente notre portage des vagues, on commençait de perdre plus en plus des plantes dans chaque test. Donc, c'est juste pour comme voir exactement le pattern d'érosion des plantes et endommagement des plantes. Je n'ai pas discuté beaucoup sur l'aspect érosion parce qu'on est en train d'évaluer la qualité de cette donnée avant de présenter. C'est exact comme le changement de profil. Chloé, je t'ai donné la permission de parler. Est-ce que c'était bien ce graphique-là, puisque ça a bien répondu à ta question? Oui, c'est ça, effectivement. Puis j'ai bien compris la réponse. Merci, Jacob. Parfait. Sinon, dans les autres questions, j'ai Michel Rousseau qui voudrait qu'on fasse un rappel sur le temps d'établissement des boutures avant de subir des tests d'eau. C'est un mois entre quand on plantait des plantes et on fait notre premier test avec des vagues. On a fait, parce que particulièrement pour l'espace inondatoire, ça devrait être inondé chaque journée. Donc, on a inondé les plantes chaque journée pour 2 heures, quelque chose comme ça, parce qu'on peut évidemment changer le profondeur de l'eau. Donc, on a inondé les plantes immédiatement, mais pour faire des tests de vagues, c'est un mois entre les plantations et les premiers tests. Parfait. Sinon, j'ai Pierre Raymond qui se demande est-ce qu'on peut considérer prendre en compte l'effet des glaces sur la végétation et comment arriver à une protection des glaces? Pour le moment, je n'ai pas allé en très détail sur l'influence des glaces. Je sais qu'il y a une étude faite, je ne pense pas, une équipe à l'Université Laval sur l'impact des glaces, plus sur le microbien, mais essentiellement, on voit l'effet d'érosion par le glace, particulièrement les embarques de glace. Et l'évolution temporelle de glace commence à avoir une influence sur la marée. C'est quelque chose, il y a aussi une étude faite en Nouvelle-Écosse où ils voient qu'il y a aussi l'influence de l'arrivée de glace avec avec une temps de sédimentation. Mais c'est une assez petite étude sur un site, donc ce n'est pas clair si c'est c'est général ou c'est juste pour comme c'est juste pour cette site-là. OK, donc il n'y en a pas encore qui est spécifiquement pour les vagues et la gestion des glaces en même temps. Non, c'est quelque chose on peut faire dans notre Grand Canal, c'est juste, et c'est quelque chose qu'on veut voir dans l'année prochaine, quand on a un peu longtemps pour établir notre marée. C'est possible, on peut potentiellement faire quelque chose avec le place, mais pour le moment, non. Je pense qu'il n'y a pas de choses. Sinon, j'ai Justin Hull qui se demande comment s'assurer que les plantes plantées tiennent assez au sol pour effectuer les tests en milieu naturel comme au BIC. Sinon, il se demande aussi si vous pouvez répéter la différence entre les deux lignes rouges sur le graphique à la diapo 19. Je pense que c'est la prochaine diapo. Dans
Donc, pour le question ici, donc, sur le rouge en bas, ça c'est le profil de la marée, essentiellement. C'est le profil moyen de la marée dans une test. Donc, on prend le profil initial et le profil final. Donc, c'est une mesure avec une station totale. Et en haut, c'est l'évolution des hauteurs des vagues. Donc, ça, c'est des mesures qu'on prend par notre capteur acoustique pour une mesure de niveau de l'eau. Et c'est l'hauteur moyenne des vagues et comment ça évolue spatialement sur le profil. Donc, on peut voir le processus de shoaling et éventuellement le déferlement et la dissipation d'énergie par le déferlement. Pour les questions, pour la première L'autre partie de la question, question, c'était comment s'assurer que les plantes qui sont plantées tiennent assez au sol pour effectuer les tests en milieu naturel comme au BIC. donc, avec ça, j'ai travaillé avec, parce que dans le cadre de ce projet, il y a une entreprise CB West, il y a une entreprise qui fait les élevages vivants en Nouvelle-Écosse. Et on a suivi son avis sur comment planter des plantes. On n'a pas allé en très détail pour exactement reproduire une situation exacte. On juste suit son avis général, juste d'avoir comme quelque chose de répétitif qu'on peut faire pour chaque plante. Donc, on creusait un trou de, je pense que c'est autour de 10 cm, quelque chose comme ça, et on met les plantes dedans. Et on couvre avec. Parfait. Juste être certain. Je donne la parole à M. Hull, savoir si il y avait d'autres questions par rapport à ça ou si ça va bien répondu à ta question. Non, ça va. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est que c'est la profondeur de plantation qui est bien importante. Oui. Et c'est quelque chose, on probablement devrait aller en plus détail de voir est-ce que comme l'influence totale sur les profondeurs, mais c'est quelque chose, on peut aller en plus détail dans la prochaine. OK, je comprends. Merci beaucoup. Sinon, j'avais Simon Lachapelle dans le même genre de questions. Comment a été déterminée la disposition des plantes sur la berge? Je ne sais pas si on parle sûrement qu'on parle dans le canal à vagues, comment la disposition a été faite? Qu'est-ce qui a déterminé la disposition? Oui, ça fait juste. On a choisi des bassines. Donc, on parle un peu avec le projet de l'État où on voit les plantes plus souvent. Mais il y a aussi comme les végétations la végétation de Québec. Donc, on essaie juste d'avoir une marée basse, une marée intermédiaire et une marée haute. Donc, on essaie de mettre, on met ces plantes dans la région où on va voir ce type de végétation en nature. Et parce qu'on essaie, et aussi parce qu'avec le test équilibré, on a la formation d'une berge, on peut se faire ça une barre hivernale. Donc, on essaie de mettre le spotting alterniflore sous l'autre côté de le barre hivernale parce que, évidemment, dans un milieu naturel, ça va être sur ce côté. Donc, on essaie de reproduire le plus proche possible d'un événement, d'un milieu naturel, mais évidemment, il y a des limitations. Parfait. Donc, sinon, il y a Nicolas Roy qui veut savoir comment voyez-vous des solutions pour protéger la portion du haut marais salé qui, à ce que j'ai observé, est souvent soumise à l'érosion par un micro-talus de 0,5 à 1,5 mètres de haut. Voulez-vous que je dise la question? Non, j'ai compris la question. Oui,
il y a plusieurs manières, je pense, de travailler sur ça. Je n'ai pas une réponse définitive parce que normalement, c'est vraiment dépendant de notre condition, notre domaine microfidèle, essentiellement. Notre régime de marée. Mais oui, il y a des choses comme des matelas de coco, des petits bordures, des choses comme ça qu'on peut essayer de faire, mais le problème avec ça, c'est aussi potentiellement avoir un impact sur l'évolution naturelle de la marée. Donc, oui, je n'ai pas une bonne réponse à ça, mais oui, il y a plusieurs options, mais je pense que c'est bon, c'est quelque chose qu'on peut tester. Je te donne la parole, Nicolas Roy. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects par rapport à ta question ou ça l'a bien répondu? Je vais prendre pour acquis que ça l'a bien répondu. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Oui, OK. Je comprends que c'est une question complexe, puis ça peut demander la réflexion et de la recherche. Là, on a souvent ce problème-là, on se demande comment agir par rapport à cet enjeu-là. Est-ce qu'on va aller enrocher ces secteurs-là qui vont finalement toucher les talus puis éroder les côtes où il peut y avoir des infrastructures? Ça semble être un problème à plusieurs endroits. Et merci pour votre tentative de réponse. Je comprends que ce n'est pas simple. On va y aller avec la dernière question. Ensuite de ça, je vais conclure le webinaire. Donc, c'est Philippe Sauvé qui se demande est-ce que le type et la densité de substrat auraient également une influence sur le maintien ou l'érosion des plants? Puis quel type de substrat vous avez utilisé dans le contexte de votre étude? Donc, on a utilisé c'est un substrat tableuse, essentiellement. C'est un diamètre moyen, je pense, de 0,20. C'est probablement, j'ai trompé, mais c'est dans le régime de tableuse. Mais oui, ça va avoir un grand impact. Dans le même, cette figure, j'ai partagée par le chercheur de Pays-Bas. Il a aussi regardé l'impact de ce fait et potentiellement, particulièrement dans le cas de il y a une relation entre le montant de sable dans ce substrat et l'érosion. Donc, c'est une fonction dépendante de notre substrat sur l'érosion. Donc, oui, c'est important. OK, parfait. Donc, merci. Tu avais fini ta réponse, excuse-moi? Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas une réponse assez claire. C'est compliqué, beaucoup de facteurs. Excellent. Donc, merci encore, Jacob. C'était vraiment super intéressant comme conférence et comme projet de recherche. Donc, pour conclure, j'aimerais encore une fois vous mentionner notre formation prochaine qui sera sur l'entretien des toits végétalisés et des cellules de biorétention, ainsi que notre prochain webinaire gratuit qui sera le 16 décembre et qui portera sur une étude multiscalaire des végétaux hyperaccumulateurs. Restez à l'affût de nos infolettres et publications sur les réseaux sociaux pour plus de détails. Finalement, j'aimerais encore une fois inviter ceux qui ne l'ont pas fait à devenir membre de la SQP. En étant membre, vous avez un accès exclusif à une foule de publications scientifiques et professionnelles, des rabais sur nos activités, notamment notre colloque annuel, surtout un accès exclusif aux présentations passées de nos colloques et enregistrements de nos webinaires. Le tarif est uniquement de 35 $ par année et vos cotisations permettent à SQP de maintenir ses activités et remplir sa mission de promotion des phytotechnologies au Québec. Finalement, merci aux présentateurs de nos activités Desjardins, notre partenaire officiel Rameau Phytotechnologie, ainsi que les membranes Hydrotech et le Centre de formation horticole de Laval. Merci surtout à tous pour votre participation et au plaisir de vous revoir. Bonne journée.